Bon, je pense que vous avez compris que j'apprécie les FPS et que j'ai pas trop l'intention de faire autre chose que des jeux à la première personne pour l'instant. Pourtant, je suis quelqu'un qui apprécie un peu tous les types de jeux. Et même si j'ai un genre de prédilection, ça m'empêche pas du tout de vouloir tester un peu tout et n'importe quoi. J'ai d'ailleurs récemment joué à Frostpunk et Jusant tout en alternant avec Rocket League et mon niveau de jeu catastrophique. Mais ouais, j'aime beaucoup les FPS et sur mes 6 vidéos, 5 sont à propos de jeux à la première personne. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on parle d'une des plus grandes sagas du genre dont j'entends trop peu parler. Une licence qui m'était complètement sortie du crâne pendant très longtemps. Étrangement, j'ai adoré Metro 2033 et Metro Last Light, sortis respectivement en 2010 et 2013, mais je sais pas pourquoi, ils ont soudainement disparu de mes pensées pendant genre 7-8 ans. Et c'est pas du tout la seule licence avec laquelle ça m'est arrivé. Faut savoir que je suis un ancien joueur de World of Tanks et j'ai aujourd'hui la chance de faire du contenu sponsorisé sur un autre jeu développé par Wargaming, World of Warships. Mais Scott, c'est quoi World of Warships? Eh bien, c'est un jeu de combat naval en ligne massivement multijoueur qui vous permet de prendre la barre de plus de 650 navires historiques provenant de 13 nations différentes. Il y a un navire pour chaque style de jeu. Vous pourrez donc incarner des cuirassés, des destroyers, des croiseurs, des porte-avions et même des sous-marins. Et petit point important mais pas des moindres selon moi, tous ces navires sont issus de plans ayant réellement existé. Et comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, je trouve ça hyper important de donner envie d'y croire. Du coup, en plus d'être beau, d'avoir une excellente soundtrack et un sound design très peaufiné, manquait plus que ce genre de petits détails pour vraiment vous permettre d'y croire. Le jeu reçoit des mises à jour un peu tout le temps. Il y a par exemple de nouvelles cartes, modes de jeu, classes de navires et surtout il y a eu l'implémentation de la météo dynamique. C'est un système que j'adore dans tous les jeux et elle vient directement impacter le gameplay dans World of Warships. Et vous savez quoi? Si vous téléchargez le jeu dès à présent et que vous insérez le code Warships, vous aurez droit à des bonus d'une incroyable valeur de 25 € en jeu, avec 500 doublons, 7 jours d'abonnement premium, 2 millions de crédits pour s'acheter un tout beau bateau tout neuf, en plus d'en obtenir directement un tier 4, et finalement un commandant avec 6 points de compétence. Si avec ça la vie est pas belle, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. En tout cas, un immense merci à eux de m'avoir fait confiance, et n'hésitez clairement pas à aller essayer le jeu avec le petit lien en description. Allez maintenant, retour à Metro. En 2017, j'avais complètement oublié la licence Metro. J'étais passé à autre chose et cette année-là, je devais sûrement être en train de refaire Dying Light pour la 2e ou 3e fois entre 2 soirées estudiantines bien arrosées. Puis un beau jour de cette année débarque une conférence dont j'ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, avec cette fois-ci une présentation d'un jeu qui m'a fait une sacrée piqûre de rappel. Date de sortie le 14 février 2019. Moi c'est simple à l'annonce, je suis devenu fou et j'ai fait comme tout le monde, j'ai patienté. Mais 2 ans c'est long. Et à sa sortie, je l'ai acheté direct, mais je sais pas, j'étais pas emballé. Je l'ai fait rembourser, et puis la licence m'est à nouveau complètement sortie du crâne. Mais il y a 2 mois, j'ai eu une petite promo qui m'est tombée dessus. En gros, c'était la version remasterisée des 2 premiers épisodes, plus Exodus à 9 €. J'ai foncé dessus. Je me suis dit que ça pouvait me remettre dans le bain, pour essayer à nouveau le 3e épisode. Parce qu'un jeu peut être excellent, parfois on est juste pas dans le mood ou on en a pas envie. Et puis j'avais évidemment l'idée d'en faire une vidéo qui me traversait l'esprit. Bah du coup, c'était une bonne idée.
Comme je deviens de plus en plus exigeant au fur et à mesure des années, j'avais évidemment peur d'être déçu en rejoignant aux 2 premiers épisodes. Mais spoiler, ça n'a pas été le cas. La saga débute en 2033, 20 ans après une guerre nucléaire qui a forcé les survivants de Moscou en Russie à se réfugier dans les métros, désormais transformés en un réseau de cités souterraines. La surface est devenue complètement inhabitable, que ce soit à cause des monstres qui ont pris possession des lieux, de la radiation extrêmement élevée ou des effets météo cataclysmiques, il n'y a aucun autre choix que de se réfugier sous terre. On y incarne Artyom, vivant dans les métros depuis l'âge de 6 ans. En termes de construction, les 2 premiers opus sont très similaires. L'aventure débute toujours par un mec bizarre qui vient nous réveiller afin de lui venir en aide. On se lève ensuite tranquillement et ça nous donne directement un aperçu sur la façon dont les gens vivent dans les métros. On a ensuite un élément déclencheur qui nous fait comprendre qu'il va falloir aller à l'extérieur avec quelqu'un, et là débute notre histoire. On va être emmené un peu partout, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, et c'est pas très grand ni super varié. On aura quand même l'occasion d'aller explorer quelques endroits très originaux, et puis... c'est tout. C'est tout, et tant mieux, parce que c'est super bien foutu. Les 2 premiers épisodes ont beau avoir plus de 10 ans, ils nous rappellent constamment qu'un bon jeu solo linéaire, c'est très souvent mieux exécuté parce que les développeurs doivent pas se péter le crâne sur des millions de choses différentes. On n'est pas perdu dans un environnement super vaste avec plein de points d'intérêt qui vont nous lasser. Ici on est dans un cas d'école. Les développeurs avaient pas énormément de ressources et ça se sentait même à l'époque. Certaines animations étaient bâclées, les ragdolls sont très souvent buggés, les combats sont brouillons, l'IA est débile, mais comme dans Dying Light, Metro c'est juste cette bonne vieille licence qui a quelques défauts mais dont on passe au-dessus, parce que son univers est fabuleux à parcourir. En se concentrant sur l'essentiel, les développeurs ont pu nous créer l'un des jeux les plus immersifs du genre. Et si jamais cette vidéo vous donne envie de jouer à l'un d'entre eux, je vous recommanderais de jouer minimum en mode Ranger. Le jeu est globalement plus difficile avec des ressources plus rares, des dégâts infligés et reçus qui sont presque doublés, et le plus intéressant, l'ATH est réduit. Vous ne pourrez plus voir le nombre de balles qu'il vous reste. Je sais que pour certains ça peut être une hérésie, mais ça colle parfaitement à l'ambiance du jeu et ce qu'il souhaite vous transmettre. Vous êtes en danger dans un monde dans lequel vous n'avez plus votre place et va falloir se démerder même si c'est la galère. Le 3/4 du temps dans un jeu vidéo, si on vous enlève une partie de l'ATH, ça va être plus chiant qu'immersif parce que le jeu n'a pas été prévu pour. Ici, tout a été pensé pour donner une priorité absolue à l'immersion. Le gameplay va souvent tourner autour de votre masque à gaz qui est fragile et a besoin de filtres pour fonctionner. Vous devrez donc les créer au préalable avant votre expédition ou les trouver sur votre chemin. Mais en fonction de la difficulté, ils sont plus ou moins assez rares, d'où le fait que je recommande d'y jouer minimum en mode Ranger. Et là c'est le moment où vous vous demandez « Mais enfin pourquoi c'est aussi anxiogène, explique-nous un peu !» Parce qu'un filtre ça dure 3 minutes. Et 3 minutes, c'est court. C'est très court. Surtout que lorsqu'il n'en reste plus qu'une, c'est-à-dire 33% du temps où vous portez votre masque, un petit compteur s'affole pour alerter Artyom qui passe d'une respiration douce et contrôlée à des inspirations angoissées et presque douloureuses. On entend dans ce bruitage tout le mal-être du personnage qui à partir de cet instant provoque de la buée dans les contours de son masque. Ça arrive très souvent, et ça permet d'apporter ce côté anxiogène dont je parlais tout à l'heure. Notre personnage est angoissé et on l'apprend en permanence. Juste avec cette mécanique, on arrive beaucoup plus facilement à se mettre à la place de Artyom lorsqu'il explore ces lieux désolés, accompagné d'une douce musique mélancolique. En mettant à nouveau la main dessus, 10 ans plus tard, je me suis vraiment rendu compte de la qualité des environnements. J'ai perçu des détails que je ne voyais pas spécialement il y a 10 ans, et j'ai été absolument bluffé au chapitre 16 de Metro Last Light nommé Crépuscule. Si jamais vous avez peur d'un spoil, ne vous en faites pas, je vais rien raconter de l'histoire. À ce moment, c'est la 2e fois dans cet opus qu'on se rend à l'extérieur, et j'ai juste pas les mots pour dire à quel point c'est bien foutu. Je me rappelle à la base quand je suis entré dans le niveau, je me disais « Wouah, trop bien, je vais pouvoir faire des plans incroyables !» Mais j'ai eu beaucoup mieux que ça. J'ai eu l'évolution de la formule métro devant mes yeux. Et je pourrais un peu vous détailler cette amélioration, mais très honnêtement, je n'ai pas besoin de mots.
trouve vraiment que cette zone est absolument incroyable. Elle grouille de vie avec des bestioles qu'on ne connaît pas, qui semblent tout simplement vivre ici en ne faisant pas attention à nous. Bien qu'elles en aient l'apparence, ce ne sont pas d'horribles mutants agressifs comme on a l'habitude d'en voir. Ce sont juste les nouveaux habitants de la terre ferme qui semblent se plaire dans ces bains radioactifs. La faune est complètement imprévisible parce qu'elle peut décider de nous attaquer ou non. Et qui dit ennemi imprévisible dit grand sentiment d'insécurité chez le joueur. Parce que le mec qui a la manette en main, il sait pas s'il y a un insecte de 4 mètres de haut qui est en train de le regarder depuis 5 minutes. Dans l'extrait vidéo que j'ai passé il y a 1 minute, on entend un animal grogner. Mais j'arrive pas à savoir si c'est contre moi. Et effectivement, je me fais pas attaquer. Est-ce que c'est un simple effet sonore? Est-ce qu'il me tient en vue au loin? Est-ce qu'il grogne contre autre chose de plus menaçant? Je ne sais pas, et au final, ça n'a aucune importance, parce que ça m'a tout simplement permis d'y croire. Malgré le fait d'être en plein jour avec une grande visibilité, je vais tout de même me sentir en insécurité en traversant ces marais, parce que j'y crois en ce monde post-apocalyptique paradoxalement bourré de vie. L'univers y est très fidèlement retranscrit des livres. On y décrit une surface invivable, où chaque seconde passée à l'extérieur est un véritable combat. Des métros terriblement sombres et hostiles, dans lesquels il faut absolument avoir un briquet pour brûler les toiles d'araignée, ou encore des espaces de vie à la fois tristes, mélancoliques et surtout chaleureux. Des lieux où l'espoir semble à la fois naissant et inexistant. L'ambiance des jeux est réussie à tous les niveaux. Elle est également très différente du style horrifique qu'on a l'habitude de voir. Encore une fois, je vais faire une comparaison avec Dying Light, mais l'univers du jeu tout entier est, comme lui, bourré de mélancolie. C'est hyper efficace pour ajouter une dernière couche de consistance à cet univers déjà si crédible. Cette émotion de chaude tristesse qu'on ressent tout au long de l'aventure se fait principalement ressentir grâce à 2 éléments. Premièrement, ça va être grâce à ses musiques. Elles associent parfaitement de la guitare acoustique avec un monde post-apocalyptique. Et je sais, ça fait évidemment penser à The Last of Us quand je dis ça. Ce genre d'ambiance est assez rare et tous les personnages sont en raccord avec cet univers. Ils sont tristes et misérables. Selon moi, les rencontres avec eux sont principalement là pour vous faire ressentir de l'empathie. Parce que ces gens autrefois, ils vivaient à la surface, et ils sont aujourd'hui forcés de s'enfermer dans ces métros lugubres pour leur survie. Ils n'auront plus jamais la chance de connaître les rayons du soleil, l'odeur de la pluie ou bien le chant des oiseaux. C'est d'ailleurs très bien retranscrit dans une séquence que je me suis surpris à enregistrer, lorsqu'un homme âgé fait des ombres chinoises à des enfants nés dans les métros, et ceux-ci ne semblent pas comprendre ce qu'est cet animal. C'est un démon, Kostia! Un démon! Un démon! Regardez comme il bouge les ailes! Non, papa dit qu'il bat des ailes comme ça pour décoller. Et mon père a vu plein de démons. C'est ça, oncle Micha, c'est un démon, hein? C'est ça. Disons que c'est un démon. Mais il y avait des oiseaux comme ça avant. Des oiseaux? Ils sont méchants comme les démons? Non. Ils étaient superbes. Certains étaient gros, mais plus petits que les démons. Les oiseaux n'attaquaient pas les gens. Ils te réveillaient le matin en chantant. Et c'est bien beau de vous montrer tout ça, mais j'ai même pas encore pu vous faire voir ma scène préférée. Pour bien la comprendre, fallait que vous soyez dans l'ambiance, que vous compreniez les mécaniques du jeu et comment fonctionne cet univers. Eh bien, sachez que ma scène préférée se trouve dans Metro 2033, c'est-à-dire le premier épisode, et je sais que ça semble bizarre de d'abord montrer l'évolution du 2e épisode pour ensuite revenir sur le 1, mais faites-moi confiance. Cette scène dont je parle n'a absolument rien d'épique. C'est un très simple secret que j'ai trouvé en fouillant dans le 6e niveau du jeu qui s'appelle la Ville Morte. J'ai déjà d'ailleurs montré plusieurs extraits de cet endroit puisque c'est ma zone préférée. On y parcourt pour la première fois la ville de Moscou en devant se frayer un chemin au travers des décombres de cette ville en ruine. On va croiser de nombreux mutants sur notre route sur lesquels on peut décider de tirer ou non. Et c'est juste un peu après que j'ai trouvé le secret dont je vous parle dans un magasin en ruine qui m'a ému et fait voir différemment ma vision des mutants du jeu. Parce que quand on rentre dans cet endroit qui n'est pas sur la route principale, on entend directement des bruits qui nous mettent sur nos... C'est justement à ce moment que je me suis fait.
Quand j'ai découvert ce secret, je m'y attendais pas du tout. Je me baladais tranquillement dans le niveau, juste après avoir massacré une horde qui me fonçait dessus, et au fur et à mesure de la traversée de la ville morte, on comprenait déjà que certains monstres n'en étaient pas vraiment. Ils essayent, tout comme nous, de simplement survivre dans ces lieux. Le jeu nous laisse expérimenter tout ça par nous-mêmes. On n'a pratiquement jamais aucune info sur le monde qui nous entoure. Et c'est justement ce qui rend ce genre de découverte encore plus impactante. Et je me répète, mais quand j'ai acheté le pack des 3 métros en promo, j'étais sûr et certain que mes souvenirs allaient fausser la donne. Et c'est à cet instant précis que j'ai compris que j'allais en faire une. Même mon enregistrement sur le moment où je l'ai vécu le prouve. Je m'y attendais pas du tout et j'ai tellement été sur le cul que je me suis laissé crever par manque d'oxygène. Puis j'ai pas rechargé ma partie parce que j'étais trop occupé à rechercher mon carnet pour débuter l'écriture de cette vidéo. Alors je me suis dit let's go, on termine 2033, on termine Last Light et on se lance enfin dans Exodus. Comme vous avez pu le voir, l'élément principal de cet opus est son train. On part en exode, en dehors des métros de Moscou, pour voir si d'autres humains auraient survécu aux retombées nucléaires d'il y a 22 ans. Étant donné le contexte, les développeurs ont jugé bon de modifier la formule en la faisant passer d'un jeu linéaire cloisonné à plusieurs petits mondes ouverts. Ils gardent exactement les mêmes qualités et défauts que les 2 premiers épisodes. Il y a juste un truc, c'est qu'ils les exacerbent. C'est-à-dire qu'un défaut sera empiré et une qualité sera améliorée. Vous vous rappelez, je parlais d'animation buggée, de combats brouillons, d'intelligence artificielle débile. Metro Exodus a bien évidemment tous ces paramètres, en plus d'être fini à la pisse. Tu sens qu'à partir des 60-70% du jeu, il y a eu un véritable cataclysme qui s'est passé dans les studios. Je sais pas, ils sont peut-être pas rendus compte qu'il y avait une deadline et il fallait travailler d'arrache-pied pour sortir le jeu. Vraiment, j'ai pas compté les dizaines de bugs que j'ai croisés et j'ai failli m'arrêter à la dernière zone du jeu qui était horriblement mal designée. Ils mettent l'accent sur des combats chiants, il y a des zones entières du jeu qui disent « On n'est pas terminé !» J'ai eu un des seuls combats de boss qui s'est terminé par un bug. Et vous savez quoi, j'ai demandé à un pote qui l'a terminé aussi. Il a eu exactement la même chose. Et le pire, c'est que pendant toute mon aventure, dès que je subissais des dégâts, j'avais l'affichage du sang qui était complètement buggé. Alors, c'est le genre de truc qui peut arriver à la sortie d'un jeu, hein, mais 4 ans après, c'est pas fixé. Et je vois un peu tous les testeurs du jeu parler des bugs, mais ça n'impacte jamais la note finale. Et vous savez quoi? C'est qu'ils ont putain de raison. Parce que Metro Exodus est un jeu vraiment à part. Bon, c'est un jeu clairement imparfait. Honnêtement, pour son époque, je le trouve même un poil en dessous des 2 premiers épisodes. Mais c'était à prévoir. Parce qu'à l'image du jeu, ils ont voulu sortir des sentiers battus. Essayer autre chose en ne restant pas cloisonné dans les métros de Moscou. Il a sa manière de nous faire découvrir ces régions avec une narration environnementale incroyablement riche. Des endroits d'une beauté incomparable couplés à un game design de génie pour nous permettre une immersion hors norme. Encore une fois, tout a été pensé pour mettre le joueur à la place de son personnage. Toutes les informations nécessaires pour votre survie seront disponibles sur votre écran. Mis à part les bugs, rien ne va vous sortir du monde dans lequel vous êtes plongé. Que vous souhaitiez regarder la direction à prendre, vous reposer un peu ou modifier votre arme, tout se fait en temps réel et ça accentue le fait de se sentir dans un monde dangereux dans lequel vous n'avez plus votre place. L'exploration est donc risquée et c'est pour ça qu'il faut prendre soin de son équipement. Parce que sans lui, vous pouvez rien faire. Votre masque peut se briser, contrairement aux 2 premiers épisodes, la santé ne se régénère plus, et votre arme peut s'enrayer. S'il faut désormais autant prendre soin de son personnage, c'est pour une bonne raison. Les développeurs savaient très bien que des métros angoissants où seule votre lumière vous procure un peu de visibilité étaient beaucoup plus anxiogènes que des zones ouvertes et lumineuses où les radiations semblent peu à peu se dissiper. Même si l'ambiance visée n'est pas la même, elle est tout de même extrêmement réussie parce qu'ils ont mis le paquet. Et pour ceux qui auraient peur, il y a tout de même des endroits qui sont similaires aux 2 premiers épisodes. Ils sont beaucoup moins nombreux mais très qualitatifs. En fait, l'ambiance claustrophobique des anciens épisodes, on commençait à les connaître et j'imagine qu'en tant que développeur, ça devait être lassant de refaire la même soupe. Même si on peut évidemment regretter la peur des métros, les environnements de cette nouvelle formule sont tellement brillants qu'on ne peut que s'incliner devant un tel savoir-faire. L'ambiance de l'extérieur est vraiment unique, surtout quand on découvre le jeu pour la première fois. On croit à chaque instant de cet univers qui nous paraît si crédible.
Chaque lieu semble avoir une histoire à raconter. On se plaît à tout fouiller parce que chaque expédition nous fait imaginer ce qu'il y avait avant dans ces lieux désolés. Il n'y a d'ailleurs pratiquement jamais aucune musique pendant vos phases d'exploration. On apprivoise les lieux avec les sons de l'environnement qui sont très bien spatialisés, et en parlant de ça, je dois absolument vous parler du sound design en général. Déjà rien qu'avec les armes c'est phénoménal. Je me rappelle que celle que vous voyez à l'écran, je l'ai récupérée dans un camp de bandits en tant que récompense. J'osais pas trop l'utiliser parce que les balles sont précieuses. Puis il y a un moment je me suis dit fuck it, j'ai trop envie d'entendre le bruit qu'elle fait. Incroyable, juste incroyable. Moi je sais pas vous, mais ce genre de bruitage, je le trouve orgasmique. Tous les sons du jeu sont hyper convaincants parce que les développeurs voulaient absolument vous transposer dans une atmosphère. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est eux dans un making of parce qu'il y a une quantité de détails absolument hallucinante. Pour un studio de 150 personnes, je ne comprends pas comment ils ont pu abattre un tel travail. Et franchement, j'ai pas peur de le dire, mais c'est du Rockstar Games à petite échelle. Bah tiens, laissez-moi citer des détails que j'ai vus et notés pendant mon aventure. Quand vous faites face à des humains, ils peuvent décider de se rendre. Si vous les épargnez, les prochains seront également plus enclins à la reddition. Comme je l'ai montré avant, lorsqu'on tire en monde ouvert, on entendra toujours l'écho des balles. Tandis qu'en intérieur, ce sera beaucoup plus sourd, en plus de provoquer des débris. Quand vous tirez à l'extérieur, vous allez très souvent faire dégager tous les oiseaux du coin, et ce peu importe le biome dans lequel vous vous trouvez. Dans le désert, votre arme aura plus facilement tendance à surchauffer, et vous verrez toujours les munitions qui tombent à côté de vous. Quand un ennemi brûle dans cette zone, il va toujours se nécrofier. Et lorsqu'il a atteint le dernier stade de décomposition, il y a plein de petites mouchettes noires qui vont tourner autour de lui. Les tourne-vents peuvent se mettre à brûler avec la chaleur, et en fin de journée, je ne sais pas pourquoi, mais les puits de pétrole expulsent des jets de flammes. Il y a même un bruit de tôle qui a été fait uniquement quand on marche sur les bateaux échoués du désert. Et ça, je l'ai remarqué juste avant de voir que les démons ont chacun un nid qui leur est attribué. Dans la forêt, on peut se faire attaquer par des meutes de loups de manière surprise, et Artyom y est d'ailleurs plus inquiet. On peut le ressentir parce que lorsqu'on est dans cette zone, on entend de très légers battements de cœur lorsqu'on vise. Dans les sous-sols, les araignées détestent la lumière, et elles commencent à brûler lorsqu'on les expose à un gros faisceau lumineux. Mis à part les démons, absolument tous les mutants que j'ai pu croiser se déplacent en meute. Ils sont généralement entre 2 et 5 et n'hésitent jamais à attaquer tout être vivant qui ne leur ressemble pas. Certains vont avoir tendance à bouger sur toute la carte tandis que d'autres sont bien là où ils se trouvent. C'est notamment le cas avec les hurleurs qui défendent leur territoire. Il y en a certains qui montent la garde pendant que d'autres dorment ou sont en train de manger. Ils ont vraiment une zone qui leur est attribuée où d'autres monstres ne vont pas venir empiéter sur leur terrain. Et c'est le genre de choses qui peut paraître indicible quand on y joue, mais c'est ce qui fait qu'on y croit parce que ça se rapproche de notre réalité. On pourrait voir en eux une sorte de mélange entre un fauve et un lémurien version dégueulasse. Ils sont à la fois prédateurs et observateurs pour maintenir leur groupe en vie. À chaque fois qu'on va en croiser un, c'est parce qu'il y a une tribu qui est pas loin. Si vous avez tiré à un endroit qui n'est pas trop proche de leur nid, ils vont aller vérifier par eux-mêmes. L'intelligence artificielle est super bien travaillée et elle est dans la pure continuité de Metro Last Light. Par exemple, rappelez-vous des sortes de crevettes dont j'avais parlé. Bah ici c'est exactement la même chose. Elles semblent vivre leur vie, et tant qu'on les laisse tranquilles, elles nous attaquent pas. Ce genre de détails sert vraiment à l'immersion dans un jeu. Je pourrais d'ailleurs vous en montrer d'autres, j'en ai encore plein sous la manche. Mais je préfère réserver la surprise à ceux qui n'auraient pas encore fait le jeu. Parce que je considère mes vidéos comme une sorte de mise en bouche pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu ou la licence dont je parle. Un petit hommage qui permettrait à ces œuvres d'avoir un peu plus le respect qu'elles méritent. Parce que Metro est pour moi une grande licence du jeu vidéo, créée par des mains modestes. Du post-apocalyptique slave au réalisme fou qui ne peut que nous laisser humbles devant un tel travail d'orfèvre. Je suis vraiment heureux d'être tombé à nouveau sur cette licence, parce que j'ai pu voir sous un autre œil la qualité qui en découlait. En termes d'immersion, on s'y croirait vraiment et c'est là tout leur but. Et je sais qu'il y a des gens qui ont été touchés par le scénario ou la narration, moi ça a pas été le cas. J'ai vu ces qualités ailleurs et joué du premier au 3e épisode, ça m'a vraiment montré à quel point les développeurs ont gagné en savoir-faire au fur et à mesure des années. Metro Exodus est certes différent, mais il s'inscrit ici parfaitement dans une trilogie qui souhaite avant tout nous faire vivre une aventure hors du commun dans un monde post-apocalyptique extrêmement crédible. Il est tout simplement l'aboutissement d'une excellente licence que je ne peux que recommander. Alors maintenant que je les ai tous les 3 terminés, je ne peux plus que patienter. Heureusement, l'attente ne risque pas d'être très longue, étant donné que ça fait déjà 5 années qu'Exodus a pointé le bout de son nez. Il y a de très fortes chances que le prochain épisode soit présenté au Summer Game Fest cette année.